Je vais devoir passer maintenant la parole donc à Jean-Noël Plagès pour la deuxième intervention. Jean-Noël Plagès est directeur scientifique honoraire de l'IMAGRIN. Tout le monde connaît l'IMAGRIN. Et Jean-Noël, je te rappelle, comme à François, que tu as 25 minutes pour ton exposé. Et puis, comme pour François, c'est à toi de jouer maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de la création de variétés de plantes potagères résistantes aux bioagresseurs. Alors, dès le milieu du 19e siècle, avec la révolution agricole, l'intensification de la production a eu lieu, et avec cette intensification, l'arrivée d'agresseurs, de bioagresseurs, limitant la production. Pour pallier cette difficulté, l'homme avait plusieurs possibilités. Peux-tu mettre en plein écran, s'il te plaît, ton diaporama? En plein écran, oui. Parfait, parfait. Excuse-moi. Merci. Avait plusieurs possibilités. Le greffage sur plan résistant, dit porte-greffe, lorsqu'il s'agit de problèmes liés au sol. Donc on connaît bien cela pour les arbres fruitiers, pour un certain nombre de plantes alimentaires. Il n'y a rien de très moderne ou nouveau sur cette idée. La deuxième idée, c'est l'hybridation, croisement sexué avec le géniteur de résistance, mis en évidence auparavant, donnant une plante génétiquement résistante. Ce sera l'objet de cette présentation. Les traitements phytosanitaires à base de produits chimiques et la lutte biologique par différentes approches. Un peu d'histoire. Rappelons-nous les dégâts causés par les champignons comme le mildiou de la pomme de terre, qui n'est toujours pas bien combattu, je le signale, ou le mildiou de la vigne, mais surtout une maladie très grave sur la vigne qui a été le phylloxéra, ce puceron qui s'installait sur les racines et qui faisait dépérir le plant de vigne. Donc, vous voyez arriver en 1861, tout le vignoble est atteint en 1894. Alors, quand je dis tous, tout le vignoble, c'est seulement une partie dans la mesure où il y a des zones, des sols, des zones pédologiques qui permettaient de ralentir la multiplication du puceron et donc d'avoir des vignes moins attaquées et presque indemnes. Donc, il y a eu une recherche de moyens pour éradiquer ce puceron des racines. Essai de greffage sur des vignes résistantes dès 1869, très rapidement. Développement du greffage vers 1900. Parallèlement, des études d'hybridation entre vignes européennes et vignes américaines résistantes, hybrides producteurs directs, mais le vin produit est de mauvaise qualité. Je n'en dirai pas plus. Une sélection va s'engager. Une sélection va s'engager dans le sud de la France pour trouver des espèces de vitis plus résistantes. Les hybridations, comme je l'ai souligné tout à l'heure, entre vitis américains et vitis européens, aboutissent à l'obtention de ce qu'on appellera les hybrides producteurs directs. Et donc, la qualité n'est pas au rendez-vous et ça ne sera pas développé énormément.
Nous voyons par cet exemple le cheminement qui sera fait par les chercheurs et les sélectionneurs du monde entier. Toutes les espèces de plantes cultivées sont concernées, céréales comme espèces fruitières, potagères et florales. Je ne parlerai que des espèces potagères en prenant quelques exemples qui permettent de montrer que des stratégies différentes ont été utilisées pour arriver aux mêmes fins. Dès la première moitié du XXe siècle, les chercheurs s'attaqueront en priorité aux maladies fongiques, puis dans la deuxième moitié aux maladies virales, les maladies dues à des bactéries et enfin aux dégâts causés par les parasites animaux, nématodes, insectes divers. Bien sûr, le choix de plantes résistantes va apporter une amélioration de la production. Mais les mesures prophylactiques qui permettent de réduire les infestations sont à utiliser largement. Ces mesures ont comme objectif de limiter les conditions de développement de ces bioagresseurs. Succession des cultures, diversification des espèces et période de semis, travail du sol, gestion des abords des parcelles, plantes en association et utilisation de variétés apportant un certain niveau de résistance. La combinaison de ces leviers est largement recommandée. Le choix des variétés résistantes ou apportant un bon niveau de résistance aux bioagresseurs est un levier facile à mettre en œuvre qui peut être largement utilisé par les agriculteurs pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. La résistance variétale est un axe important du travail des sélectionneurs. De très grands progrès génétiques ont été faits ces dernières années, comme par exemple tolérance au virus de la jaunisse nanisante chez l'orge, résistante au FOMA du colza, même si parfois le progrès est une course contre les pathogènes comme le brémia de la laitue, la rouille jaune des céréales. Toutes les espèces de plantes ont fait l'objet de recherches pour les résistances aux bioagresseurs, mais quelques exemples montrent la diversité des angles d'attaque du problème. Donc l'exemple de la tomate. La tomate, culture importante dans le monde, la recherche de plantes résistantes à différents bioagresseurs a abouti grâce à la connaissance de l'origine de l'espèce et des espèces sauvages proches de l'espèce cultivée. La tomate, dont l'origine se situe entre le nord du Chili et le Mexique et quelques îles au large dans le Pacifique, représente 9 espèces différentes, bien étudiées, cataloguées et testées pour la résistance à de très nombreux parasites. Il s'agit du travail d'un grand chercheur de l'Université de Davis en Californie, qui s'appelle Charles Rick. De 1948 à 1992, il a sillonné toutes ces zones d'origine de la tomate et il a fait l'inventaire de toutes ces espèces. L'hybridation, à partir du moment où on a des géniteurs, l'hybridation, donc croisement sexué, entre la plante cultivée et le géniteur de résistance est mise au point. Mais cela nécessite la mise au point de tests d'inoculation du parasite pour repérer les résistants. Aujourd'hui, avec l'utilisation des marqueurs moléculaires de résistance, cela permet d'être plus rapide
et plus précis. De même, lorsque le géniteur de résistance ne peut donner des descendances avec l'espèce cultivée, l'utilisation de techniques de biotechnologie comme le sauvetage d'embryons ou la fusion de protoplastes, cellules sans paroi pectocellulosique, permet d'obtenir des individus hybrides portant la résistance. Dans certains cas, l'utilisation de l'haploïdie permet d'obtenir des individus homozygotes pour la résistance. Alors, l'haploïdie, c'est quelque chose peut-être d'inconnu pour certains, mais en fait, c'est simplement de transformer une cellule qui, normalement, est à 2 jeux de chromosomes à une cellule qui n'a qu'un jeu. Et par doublement artificiel, on permet d'avoir quelque chose de totalement homozygote, donc une lignée fixée. Comme toute espèce vivante, les bioagresseurs évoluent produisant des formes, des races, des souches qui ne sont plus contrôlées par le géniteur de résistance et le travail doit être recommencé. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, on obtient la variété résistante de tomates Fusarium oxysporum, forme Lycopersicii. On peut aussi utiliser la transgénèse, mais le processus au départ est le même, identification d'une source de résistance, isolement du gène clonage et introduction dans le patrimoine génétique de la variété cultivée. Donc il n'y a rien de différent par rapport à un travail d'hybridation classique. Par les méthodes de croisement sexué, la durée pour obtenir une plante résistante est longue, plus ou moins 10 ans, voire 15 ans lorsqu'il y a des problèmes de compatibilité entre le sensible et le résistant, entre la plante sensible et la plante résistante. Que fait le sélectionneur? Tout se passe comme si, par croisement successif, la plante cultivée n'avait reçu que le gène de résistance ou le plus petit morceau d'ADN portant ce gène de résistance. La recherche publique en France a mis à disposition des sélectionneurs de nombreuses lignées homozygotes de type cultivé pour chacune des résistances importantes sur le territoire. Travaux de Henri Latéraux à l'INRA d'Avignon. Pour les nombreux parasites du sol, le greffage sur porte-greffe résistant a été développé utilisant la résistance des espèces sauvages rassemblées dans une seule et même plante. On obtient des hybrides multirésistants. Un autre cas, un autre exemple, c'est le melon. Vers les années 50, la culture du melon en Provence s'est développée avec un type de melon particulier, le melon cantalou charentais. C'est toute une histoire, je ne m'étendrai pas, c'est comme ça que ça s'appelle. Dans les champs de production, des dégâts sont apparus, des taches de mortalité de plantes ont proliféré dans la culture. Après analyse, les chercheurs ont montré que les plantes étaient attaquées par un champignon du sol de type Fusarium. Donc Fusarium oxysporum forme Mélonis. Ce champignon se développe dans les vaisseaux conducteurs, bouche ces vaisseaux et empêche toute circulation de sève, provoquant la mort des plantes. En testant plusieurs plantes de ces variétés populations, les sélectionneurs ont trouvé des plantes résistantes et ont ainsi créé les cultivars Védranté et Précoce du Roc. Donc là, simplement en sélectionnant des plantes résistantes à l'intérieur de la population, on a pu créer une nouvelle variété qui était totalement résistante.
hein. Donc, c'est bien à partir de la variété cultivée que des variétés résistantes ont vu le jour. Cependant, au bout de quelques années, le champignon a évolué et ces variétés résistantes ont été à nouveau attaquées. Il a été nécessaire d'analyser des melons d'origine différente pour trouver d'autres gènes de résistance, et la nouvelle souche de Fusarium oxysporum forme Melonis a été baptisée race 2. Donc c'est un travail continuel de façon à aller, dès qu'il y a une modification de la résistance, à aller chercher dans d'autres sources d'espèces voisines, le plus possible, pour les facilités d'introduction de croisements sexués, une autre source de résistance. Et on verra tout à l'heure avec la laitue que le problème est encore bien plus grave. Un autre exemple, c'est le cas du haricot. Le haricot, culture très importante au milieu du XXe siècle, vers les années 1950 aux USA, la culture a été très fréquemment attaquée par un champignon aérien s'attaquant au feuillage et surtout aux gousses, provoquant ce qu'on appelait l'anthracnose, c'est-à-dire des taches noirâtres qui déprécient très fortement les gousses, qui les rendent pratiquement impropres à la consommation. Donc, on a déterminé quel était le champignon qui en était la cause, c'est Colletriticum landemusianum, et une université américaine, l'université de Cornell aux USA, a découvert un gène de résistance dans une variété ancienne d'une collection de haricots du groupe mexicain. Vers 1960, l'introduction de la résistance à l'anthracnose et au virus 1 de la mosaïque commune du haricot s'est faite dans de très nombreuses variétés et dans les grandes zones de production, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Alors, j'insiste pour le fait que l'introduction de la résistance à l'anthracnose a amené la résistance à un autre problème qui est le virus 1 de la mosaïque commune. Donc, en fait, les variétés qu'on va créer à partir de cette source de résistance vont avoir les deux résistances. Vis-à-vis de l'anthracnose, en 2020, ce gène apporte toujours la résistance, même si quelques variétés de laboratoire peuvent la contourner. C'est devenu l'exemple de la résistance à un parasite résistant dite stable. Donc c'est très intéressant de ne pas avoir à rechercher d'autres résistances pour pouvoir reprendre le travail et recroiser pour obtenir des variétés résistantes à plusieurs races. Le développement rapide de la culture de ces variétés résistantes vers les années 1980 ont abouti à ce que 80% des variétés cultivées sont résistantes. Donc, c'est un très grand succès. Alors, un autre exemple plus difficile, c'est la laitue. La laitue, espèce très fragile, est attaquée par un champignon aérien provoquant le blanc ou meunier. Ce champignon, c'est Bremia lactusea. La recherche de gènes de résistance parmi les variétés cultivées, actuelles ou anciennes, a permis de mettre en évidence des résistances correspondant aux races que le champignon a développées au contact de ces gènes de résistance.
Une course s'est établie entre les sélectionneurs pour trouver les gènes couvrant un maximum de races du parasite et l'évolution du parasite. Il a fallu puiser dans les espèces sauvages de laitue pour mettre en évidence des gènes de résistance à ce champignon. Après avoir utilisé les espèces sauvages compatibles, Lactuca seriola, et qui ont amené une résistance partielle avec des nouvelles races du parasite qui ont surmonté ce gène de résistance, il a fallu chercher ailleurs. Et donc d'aller dans une autre espèce de Lactuca sauvage, Lactuca virosa, qui est très facile à trouver, comme Lactuca seriola, elle existe naturellement dans tout le paysage français et ailleurs, hein, et donc c'est relativement facile de se procurer des écotypes de différentes zones. Alors, cette nouvelle source apporte une résistance aux brémias, ce qui était le but recherché, mais aussi aux pucerons et aux virus. Mais cette espèce ne se croise pas avec les variétés cultivées. Une chance, elle se croise avec Lactuca seriola, que l'on utilisera comme espèce pont pour transférer les résistances de Lactuca virosa à la laitue cultivée. Donc, vous voyez, le mécanisme, ça ne marche pas en croisement sexué avec la laitue cultivée. On va aller chercher une autre espèce qui se croise avec la laitue cultivée pour faire le transfert. Et là, la création de variétés résistantes, c'est 15 ans. Donc, c'est un cas un peu complexe. Et le dernier exemple que j'ai pris pour une autre orientation, notre attaque du problème, la courgette. Dans les années 1970-1980, la culture de la courgette s'est développée largement en Europe, aux États-Unis. Alors en Europe, c'était surtout l'Italie, la France, l'Espagne. Apparition alors, lorsque la culture se développe, bien sûr, de nombreuses maladies, champignons et virus. Les sélectionneurs ont testé l'espèce cultivée et ses nombreuses variétés, ses nombreux types, et n'ont trouvé aucune source de résistance au virus. Quand j'ai mis virus plus, c'est qu'il y en a plusieurs virus. Alors, plusieurs espèces sauvages du sud des USA, du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud ont mis en évidence des résistances à l'oïdium, au virus au pluriel, virus de la mosaïque du concombre, virus de la mosaïque de la pastèque, virus de la jaunisse de la courgette. Malheureusement, ces espèces ne se croisent pas sexuellement avec la courge cultivée. Ce sont bien des cucurbita, mais ce ne sont pas des cucurbita pepo. Vers 1980, il a fallu faire appel à l'hybridation avec sauvetage d'embryons. Et les embryons obtenus in vitro possédaient bien sûr la résistance au virus ou à l'oïdium. Et c'est par ces recroisements successifs qu'on a pu introduire les gènes de résistance chez la courgette cultivée. Aujourd'hui, il y a des variétés résistantes à 3 virus et à l'oïdium. C'est un progrès
énorme dans la mesure où le virus, par exemple, de la mosaïque du concombre peut attaquer du jeune plant et votre plante ne va produire rien. Elle va être déformée, donc des symptômes de virus, de mosaïque sur le feuillage, et donc la production sera réduite à peu de choses. Les quelques fruits qui pourront se développer sont non consommables, ils sont tout déformés, tout bosselés. Donc c'est un très grand progrès. Les variétés résistantes ont été mises dans le commerce au début des années 2000, mais à mon avis, en 2020, le développement commercial est encore très très lent. Pourtant, ce sera un grand plus pour le jardinier. En conclusion, ce bref panorama de la mise au point de variétés résistantes montre l'importance de la recherche pour l'utilisation de nouvelles technologies, de disposer de sources génétiques larges, espèces cultivées, espèces sauvages, permettant d'exploiter toute la biodiversité des espèces. Ce travail d'introduction de gènes de résistance est un travail très long, coûteux, qui implique d'abord d'avoir des connaissances techniques, mais des bons moyens financiers, car c'est 15 ans de travaux qu'il faut financer. Ce texte, présentant volontairement un choix de différentes espèces, montre les approches variées des chercheurs pour résoudre génétiquement les problèmes de développement des bioagresseurs chez les espèces potagères. Merci beaucoup de votre attention. Merci Jean-Noël. Une première question, on demande de préciser qui est l'imagrin. Bon, ben, l'imagrin, c'est une coopérative agricole qui est née dans les années 1960 d'une petite coopérative de céréales de l'Auvergne, de Clermont-Ferrand, et qui s'est lancée dans la création de variétés de maïs et qui a abouti à la création de variétés précoces permettant d'être cultivées dans des zones autres que le sud-ouest de la France et qui a permis un grand développement de cette coopérative avec, je dirais, des moyens relativement faibles au départ, d'avoir la possibilité de refaire un groupe semencier avec les nombreuses sociétés de semences potagères et florales. Donc l'imagrin fait des espèces de produit des espèces de grandes cultures, le maïs, le blé, le colza, le tournesol. Et avec ces sociétés, je dirais, qu'il a rachetées, comme Villemorin, Tézier, Close, Ferrymores et autres aux États-Unis, et sur le marché des potagères. Donc la création de variétés adaptées à différentes zones de culture et avec des résistances aux différents parasites de ces zones de culture. Voilà, merci de cette précision Jean-Noël et d'évoquer des marques effectivement qui vont rassurer nos auditeurs. Alors, il y a Isabelle Regoudis qui demande, dans toutes ces manipulations donc, de recherche, se soucie-t-on de la saveur des fruits et de la plante obtenue? Bon, la saveur des fruits, si je prends le cas de la tomate, c'est une petite partie génétique, mais c'est aussi une grande partie
des conditions de culture et des conditions de récolte et de conservation. Si je prends les exemples de nos fruits que tout le monde connaît très bien, c'est que des fruits qui sont récoltés non mûrs, parce qu'il faut les conserver, parce qu'il faut les stocker, parce qu'ils vont voyager très loin, ils ne peuvent pas acquérir les meilleures qualités gustatives. Donc, c'est le cas par exemple de la tomate qui voyageait sur 6 à 8 000 km aux USA, avait absolument aucun goût. Ce sont les conditions, je dirais, un peu modernes, entre guillemets, de mise en marché, de commercialisation, qui ont fait qu'il y a une détérioration de la qualité gustative, des qualités organoleptiques. Nous avons essayé dans les années 80, quand je dis nous, j'y étais, d'introduire des gènes de qualité, des gènes de qualité chez la tomate. Alors le problème est très complexe. Avec l'aide de l'INRA d'Avignon, nous avons testé un très grand nombre de géniteurs, dont, et ça c'est un scoop, parce que ça n'a pas été écrit, un génotype conservé chez Vilmorin depuis 1927, qui s'est révélé en 1988 le meilleur candidat pour l'amélioration des qualités organoleptiques de la tomate. Le big problème, c'est que cette tomate était un petit fruit, c'est-à-dire une tomate de 35-40 grammes. Or, il y a un marché, mais enfin, ce n'est pas le marché dominant. Donc, il faut faire des gros fruits. Et au fur et à mesure que l'on veut augmenter le calibre, eh bien, on dilue les qualités organoleptiques de ce géniteur. L'INRA d'Avignon a travaillé avec la génomique et l'étude du génome de la tomate, a travaillé sur les gènes qui pourraient être responsables de ces qualités organoleptiques. On s'est aperçu que le nombre de gènes est très important. Donc, ça veut dire que pour introduire un gène, c'est facile, mais pour introduire 6-7 gènes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a quelques variétés qui commencent à sortir avec des niveaux de qualité organoleptique élevés, et le géniteur en question est conservé très précieusement parce que c'est là-dedans qu'on peut aller piocher pour améliorer la qualité du fruit. Ce géniteur est à disposition de tous les Français, de toutes les sociétés européennes, et donc chacun peut faire l'amélioration qu'il souhaite avec son matériel propre à son entreprise. Alors, toujours sur la tomate, Hervé Lévesque, les fruits des tomates actuelles ont souvent plus que 5 sépales, alors qu'on en attendrait que 5 naturellement. Est-ce le fait des mutagénèses nombreuses qu'ont subi ces plantes ou cela se voit-il naturellement chez les tomates sauvages? Oui. Alors, vous avez une espèce qui s'appelle Solanum pimpinellifolium, qui est une espèce du Pérou et qui a des fleurs totalement déformées, qui a 3 ou 4 corolles de fleurs imbriquées les unes dans les autres, qui donnent bien sûr des fruits petits, très petits, c'est une petite cerise, mais totalement déformée. Donc, il y a certainement des gènes là-dedans qui font qu'il y a une propension à produire des fleurs déformées.
Bien sûr, le sélectionneur, il essaye de combattre, mais il n'y arrive pas toujours. Et vous avez, presque dans toutes les variétés, une observation qui permet de dire si on a réussi ou si on n'a pas réussi, si le sélectionneur a réussi ou pas réussi, c'est la première fleur. La première fleur qui apparaît sur le premier bouquet, tout à fait en bas. Si cette première fleur est un peu déformée, avec un ovaire double ou triple, qui va donner un fruit totalement déformé, si ça s'arrête là, c'est très bien, le sélectionneur a réussi. Si ça continue au bouquet suivant, c'est qu'il n'a pas réussi. Alors, on va parler variété ancienne et OGM, Jean-Noël. Laurent Graff, les variétés anciennes auraient la réputation d'être plus résistantes aux maladies que les variétés modernes ou hybrides. Et à l'inverse, une législation des OGM en Europe ne permettrait-elle pas d'accélérer la sélection de variétés résistantes? Bon, je ne peux pas te demander de faire toute une conférence parce qu'on est un peu limité par le temps, mais que réponds-tu aux variétés anciennes ou aux OGM? Brièvement. Alors, moi je dirais que, sans me focaliser sur la tomate, toutes les espèces cultivées, c'est exactement le même problème, ce que je vais dire. C'est que vous avez dans les variétés anciennes des très bonnes variétés, et puis vous avez des très mauvaises variétés. Bien sûr, comme elles sont anciennes, qu'elles ont été cultivées, etc., les plus cultivées, celles qui sont restées, c'était quand même les bonnes. Hein? Et donc, on ne peut pas dire que les variétés anciennes étaient plus résistantes que les variétés actuelles, que les variétés anciennes étaient bien meilleures que les variétés de maintenant. Je dirais que c'est une analyse de l'ensemble qu'il faut faire et non pas se focaliser sur un type plutôt que l'autre. Et les sélectionneurs connaissent bien ça. Hein, ils vont chercher dans des variétés anciennes des caractéristiques qui permettent de faire des variétés de meilleure qualité, de meilleure productivité, de meilleure présentation, etc. On ne fait pas en claquant des doigts une bonne variété. Il faut aller chercher les gènes quelque part. Donc, si vous voulez, on utilise des variétés anciennes qui sont méritantes. On a vu arriver, par exemple, dans les années 90, la cœur de bœuf. Alors, je devrais dire les cœurs de bœuf, parce qu'on y a mis tout et n'importe quoi. Dès le moment que le fruit avait une vague forme cœur, quelquefois même pas du tout, c'était de la cœur de bœuf. Chacun avait la sienne. Alors, cette variété a une immense qualité. Elle a été utilisée dans les années 90 et 2000 par les sélectionneurs en quantité. Elle est très charnue. Qui dit charnue dit que les loges, les carpelles, les loges à graines sont peu nombreuses et que le nombre de graines par fruit est très bas. Mais quand même, en faisant de l'amélioration, en gardant cette partie très charnue et en essayant d'augmenter le nombre de graines par loge, on a amélioré énormément la variété cœur de bœuf. L'autre inconvénient de cette variété est que sa végétation, sa croissance, donne une plante qui est totalement déformée, avec des entrenœuds très longs, avec une productivité relativement faible. Donc il a fallu refaire une plante plus trapue, avec une productivité plus importante. Et ça, c'est sur le marché depuis 5 ans. Donc ça veut dire que les sélectionneurs-là ont utilisé les variétés anciennes de bonne qualité pour faire des variétés plus adaptées aux productions actuelles. Alors, parce qu'on va... Juste un mot sur la transgénèse. C'est vrai qu'on pourrait
améliorer la résistance aux parasites en faisant de la transgénèse, mais il y a tellement à faire avec des gènes de résistance qu'on n'a pas exploités. Pensez qu'il y a sur la tomate plus de 20 gènes de résistance qui sont introduits aujourd'hui dans les meilleures plantes résistantes, dans les meilleures variétés résistantes. Qui dit 20, il faut aller les chercher dans des espèces qui ne se croisent pas avec la tomate et les introduire dans la tomate. Donc, il y a suffisamment de travail pour faire de l'amélioration classique pour la résistance aux parasites. Alors, Jean-Noël, je vais essayer de prendre encore 2-3 questions, mais on va devoir faire assez vite. Toujours à propos de la tomate, il y a Christophe Kedemeski qui demande comment conserver une ancienne variété de tomate et être sûr de ne pas avoir un hybride comme la grosse de Versailles. Alors, je ne sais pas si la grosse de Versailles, ça te parle. Oui, oui, ça me parle, bien sûr. Attendez, j'étais sélectionneur chez Villemorin. Le livre Les plantes potagères de 1904 chez Villemorin, je le connais par cœur. Hein. Donc, il y avait une collection gigantesque chez Villemorin jusqu'en 1938 par là. Hein. Et après, bon, parce que c'est coûteux, c'est difficile à entretenir, et donc on a diminué. Mais vous pouvez les trouver, ces variétés, en vous adressant au GEVES, hein, le groupe d'études des variétés des espèces cultivables, cultivées. Si dans leur collection, puisqu'ils ont des collections énormes, si dans leur collection française, ils n'ont pas cette variété, ils vont demander à leurs collègues européens. Et c'est bien rare si un Italien ou un Anglais n'a pas ça dans sa collection. Donc, vous pouvez toujours retrouver la variété. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que cette variété sera bien homogène, bien pure? Ça dépend d'où elle sort, qui l'a maintenue. Hein. Parce que, si vous voulez, en France, on a un système qui permet de maintenir les anciennes variétés aussi proches que possible de leur état de départ, aussi proches que possible. Il y a toujours une petite évolution. Dans d'autres pays, bon, moi j'ai visité plusieurs champs de multiplication de collections, et tout ça c'est en champ ouvert avec toutes les pollinisations possibles, insectes, vent, etc. Alors vous ne pouvez pas demander d'avoir quelque chose de 100% pur. Hein. Bien, je vais prendre une dernière question pour toi, Jean-Noël, parce que si on veut finir vers 16h15 environ ou 16h20. Jean-Daniel Béguin, en grande culture, beaucoup de cultures n'ont quasiment plus que des variétés hybrides. Est-ce un danger pour toi? Je ne vois pas pourquoi ça serait un danger, parce que ces variétés hybrides, elles vont forcément introduire des caractères de résistance. Parce que si on fait des variétés hybrides, c'est pour la productivité, pour l'homogénéité, pour l'exploitation industrielle du produit, etc. Mais on n'oublie pas les qualités propres du produit, les qualités propres de la variété et les résistances aux parasites. Donc, je ne vois pas où serait le risque. Très bien. Alors, Jean-Noël, merci à toi. Et donc, maintenant,